poser des questions. Et vous avez également le droit de faire des commentaires. Les questions doivent être brèves et les commentaires ne doivent pas dépasser 3 minutes maximum. Donc, on va prendre des groupes de 3 questions ou 4 questions. Et enfin, on va le premier groupe et le deuxième groupe et le questions dans le temps en 3 minutes. Donc, premier groupe de questions. Déclinez votre nom et votre qualité. Oui. Échoué. Qualité. Professeur. On va prendre encore un autre. Oui. Smelly. Smelly. Alors, M. Barada, s'il vous plaît. Deux exposés de ces deux séries, intéressant. Mais une faute sur le général, je regrette que vous n'ayez pas au moins effleuré le cas du Maroc. Parce que vous dites que le taux d'activité est faible, bien sûr il est faible. Au Maroc, il est en moyenne de 26%, mais cette moyenne cache quand même des différences. Dans le cas du Maroc, si nous ne nous intéressons pas au cas du Maroc, on va pas charger des experts étrangers de faire à notre place. Lorsqu'on raisonne par tranche d'âge, ça donne autre chose. Donc le taux est plus élevé. Et par tranche d'âge, ce n'est pas la tranche 15 ans, 64 ans comme c'est au niveau de la HCP, mais 12 ans. Il y a quand même le travail des enfants. Il ne faut pas l'oublier. Dans ce cas, et puis la localisation, c'est-à-dire la station. En milieu rural, les taux sont plus élevés. Par exemple, les 12-34 ans, le taux est nettement plus élevé. Et dans ce cas, le taux d'activité est presque institutionnalisé. L'État ne fait pas grand-chose pour scolariser surtout les filles. Et le privé, justement, fait tout pour bloquer la scolarisation des filles. Que le privé raisonne de cette façon qu'il n'y ait pas de pénurie de main-d'œuvre. Toujours un excès de main-d'œuvre pour réduire les salaires. Donc le privé pour l'État, c'est une main-d'œuvre. Le taux d'activité est plus élevé. Donc il y a ces réalités qu'on doit faire ressortir pour voir ce qui se passe réellement et se rendre compte que l'État au Maroc est en train d'institutionnaliser, surtout en milieu rural et surtout les filles, d'institutionnaliser le massacre des innocents. On appelle le massacre des innocents. Donc ça c'est important à souligner. Mais autrement, vous avez présenté une excellente communication. Mais la Banque mondiale, l'OCDE, ce n'est pas des mecs de savoir. Ils disent pas, nous devons essayer de nuancer l'appréciation, voire même être contre lorsque nous voyons qu'ils ne disent pas la vérité. Il ne faut pas oublier que la Banque mondiale, la BAD, etc., sont partie prenante de la politique économique du Maroc et qu'ils sont aussi responsables que l'État des résultats. Et dans le rapport de 2040, la Banque mondiale a parlé de ce qui devrait être fait, mais elle n'a pas dit elle n'a pas engagé sa responsabilité, c'est-à-dire le bilan de ses activités au Maroc. La Banque mondiale devait commencer par présenter un bilan de ses activités au Maroc, avant de nous donner des conseils.
Donc là, tout ce qui est de l'exposé de CFRD, Vous avez déjà dépassé les 3000. non, juste une question. Je crois que pour ce qui est des transports urbains, le TGV Casa-Tanger a résolu le problème. C'est le problème transporteur. Le TGV Casa-là, bien sûr, au lieu des tramways. Pour ce qui est de l'exposé de Mme Arab Khaidonia, alors là, je crois, je ne sais pas, vous avez l'air de comprendre les prévisions pour des réalisations. Par exemple, le programme d'OCP 2009-2020, 12 milliards de dirhams. Et les réalisations, qu'en est-il des réalisations? Première remarque. Deuxième remarque, l'investissement privé étranger. Qu'est-ce que vous entendez par investissement privé étranger? Surtout qu'entre 2010 et etc., il y a une tendance à la hausse. Lorsque Fidel Alani, l'actuel ministre du Commerce, vend la société à un Sud-Africain, c'est quoi l'investissement direct étranger? Signifie quoi? Lorsque la SNI, la Société Nationale d'Investissement, vend la centrale d'Anoua, le sueur, Cristal, les sucreries, Cozumel, etc., pour 2 milliards de dollars à peu près, l'investissement étranger signifie quoi? L'investissement étranger, c'est à la fois des entrées et des sorties. Qu'en est-il des sorties? Sorties non pas à la façon de l'office d'échange, parce que l'office d'échange ne tient pas compte des redevances. Et puis, la nature des investissements. Il y a l'apport en devis, il y a l'apport en nature, il y a tout cela. Donc, il ne faut pas uniquement se fier à des statistiques, il faut interroger les données, qu'est-ce qu'ils entendent par telle ou telle grandeur économique caractéristique. Sinon, il suffirait de lire les rapports de l'Office d'échange, du ministère des Finances, etc. Pour être convaincu. Merci, Simon. On passe maintenant à M. Achouad. Merci, Monsieur le Président. J'ai été intéressé par vos exposés, mais Je m'excuse, 3 minutes. vous m'arrêtez. Sur les questions de la marginalité, de l'urbanité, etc., moi j'ai un problème. Qu'est-ce que c'est que la ville aujourd'hui au Maroc? Où s'arrête la ville, où commence le rural? Parce qu'il ne faut pas confondre le découpage administratif avec les données socio-économiques. Et peut-on parler d'une ville là où il n'y a pas de service public, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de connexion entre différentes composantes, et on connaît la situation où ce qu'on appelle aujourd'hui une ville, en fait, est une agglomération de quartiers qui sont complètement déconnectés avec des risques de rupture majeurs. Deuxième problème, c'est que cet espace urbain, il est marqué par une hétérogénéité extraordinaire. Non seulement au niveau de la périphérie, mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est ce qui se passe au niveau des médinas, qu'on appelle des anciennes médinas, que j'appelle moi des centres historiques qui doivent être le noyau et le centre historique à partir desquels, s'il y a développement au niveau des villes, pas de là. Et je suis qui m'intéresse personnellement. On a beaucoup de difficultés parce qu'on vient de signer un accord sur 8 ou 9 villes anciennes, etc. Il y a des problèmes parce que la Médina aujourd'hui, c'est une population pauvre, c'est une population marginale qui vit dans des conditions peut-être misérables, plus misérables que les bidonvilles ou l'habitat insalubre. Maintenant, au niveau des solutions, quelles que soient les solutions, quelles qu'elles soient, elles sont toujours, si vous les rencontrez, ou opposées par des stratégies des acteurs. Donc, et plus l'opération est tardive, regardez ce qui s'est passé au Douariko à Rabat, ce qui se passe actuellement à l'hôpital à Saïd-Kaïda Salé. Les gens font preuve d'une opposition terrible,
et ne veulent pas quitter l'endroit où ils se sont installés depuis peut-être plusieurs générations. Et souvent la solution qu'il leur est proposée, c'est de les expatrier vers soit Burkina 2, soit Inabda, etc., avec toutes les conséquences économiques, sociales, éloignement du marché du travail, et avec les risques aussi sur le renchérissement de la reproduction de l'arrêt de travail, sachant que les moyens de transport ne sont pas assurés, etc. Enfin, les solutions aussi, c'est à consister à un certain temps à ce qu'on appelle les nouvelles villes cognitives. Je pose la question. Est-ce qu'on a fait l'expérience? Nous avons celle-là, Jadida, nous avons Tamsla, Tamsor, quelque chose du côté du Tanger, etc. Est-ce que, je sais que les degrés de réussite, si vous voulez, sont variables, mais je pose la question, est-ce qu'on n'est pas là en face d'un nouveau phénomène de marginalisation, de pauperisation? Surtout que parfois, on a donné l'accès ou la possibilité au secteur privé ou au détriment de l'État qui, lui, a d'autres préoccupations. Deuxième exposé, deuxième remarque sur l'activité féminine. Est-ce qu'on ne peut pas attribuer cela aussi à un phénomène du découragement? Vu l'état actuel du marché du travail, les opportunités de création d'emploi étant ce qu'elles sont, bon, les filles, avec le climat ambiant, avec les domaines historiques, socioculturels, etc., peut-être à un certain moment de leur vie, ils se disent, vaut mieux s'orienter vers la constitution d'une famille, d'un foyer, etc., sachant que le taux de réussite de nos filles est de loin, si vous voulez, meilleur que celui des garçons. Et les statistiques sur le taux de réussite au baccalauréat, le taux d'admission aux grandes écoles, etc. Et je vous remercie, M. le Président. Merci beaucoup, vous avez été dans le temps. On passe à M. Nassouli. Bien, j'ai bien apprécié la tendance à, je dirais, se baser sur des études de terrain. C'est vraiment, je tiens à souligner quelque chose de très important, certainement à améliorer qualitativement sur le plan des méthodes. Là, je vais parler des absents. Et surtout pour le thème politique territoriale et développement régional, l'absent, je le vois, le système fiscal. Le système fiscal au niveau central et au niveau local. J'avance une donnée, d'ailleurs, qui a été dite dernièrement qu'une rencontre par le ministère des Finances il y a juste quelques semaines. 85% des ressources fiscales des régions, des collectivités territoriales sont des ressources transférées. Ce ne sont pas des ressources propres. D'accord ? Et quand je pénètre avec les 85%, qu'est-ce que je trouve? Je trouve le gros morceau, c'est la TVA, les 30% de TVA, suivi par l'IS, l'IR, la taxe sur les contrats d'assurance. Ouais, qui est le triptyque de la taxe professionnelle, taxe d'habitation, taxe des services publics. Ils sont gérés au profit d'eux. Qu'est-ce qui reste? Il reste 15% de ressources propres. Et là, je souligne la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on parle de déconcentration, de décentralisation, avec des ressources propres qui sont limitées à 15%. Donc structurellement, il n'y a pas une réelle autonomie financière des collectivités territoriales. Ça veut dire que le centre va continuer à tenir les... Et c'est l'un des, je dirais, des mécanismes de contrôle ou de source de dépendance avec toutes les conséquences qui pourraient s'en suivre. Donc, avec le contrôle, avec le... Si on entre dans le détail sur le mode de répartition des 30% qui, la Cour des comptes a produit un rapport au mois de mai 2015, et l'une des conclusions, c'est le caractère opaque et de la gestion et de la répartition de c'est une institution officielle. Je vous invite à lire ce rapport, c'est un rapport très important, qui date depuis 4 ans, le mois de mai 2015, le rapport de la Cour des comptes. Alors,
Pour parler donc développement territorial régional, je crois qu'on ne peut pas tourner le dos à cette réalité, à ce phénomène qui ne peut être perçu que comme un obstacle. Merci. Merci beaucoup. Donc on passe à M. Smaili. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à Sylbo Saïri. Je me posais la question, en fait, je m'interrogeais sur comment en fait, vous avez assumé en introduction de votre propos une normativité. Vous avez assumé en fait, le fait que la catégorie du développement en fait, contient une normativité. C'est un geste très honnête de le faire, je crois. Je me demandais jusqu'où vous assumiez la question normative. Parce que quand vous dites l'activité féminine, j'ai l'impression que ça ne s'oppose pas tellement en fait, l'activité face à ce qui serait l'inactivité, mais j'ai plutôt l'impression que c'est la bonne activité parce qu'il serait la mauvaise activité. Et si vous voulez, je vais juste décliner en fait, rapidement ma question en deux sous-questions. En fait, c'est d'abord en fait, la question, la critique féministe marxiste classique en fait, de l'invisibilisation du travail domestique, c'est-à-dire l'invisibilisation de la reproduction de la force de travail, donc, qui est un effet en soi de la domination masculine. C'est la critique de Christine Delphi, par exemple, qui un certain nombre de marxistes ont fait cette critique-là. Donc, c'est-à-dire que quand on dit que les femmes au foyer sont inactives, c'est un effet de domination masculine, évidemment. Donc, d'un côté. De l'autre, en fait, aussi la question post-coloniale. Vous avez vous-même, en fait, rappelé dans votre intervention que à la campagne, par exemple, les femmes travaillent, en fait, parce qu'il n'y a pas de distinction entre ce qui relève du domestique et ce qui relève du non-domestique, ce qui relève en fait, de l'espace public et de l'espace privé. Cette distinction n'existe pas de la même manière. Un certain nombre d'anthropologues montrent la même chose, Sabah Mahmoud par exemple en Égypte, Lila Boularoud dans le sud de la vallée nilotique, où elle montre par exemple que les femmes avaient un rôle traditionnel de poétesse. Donc en fait, la question que je me pose, en fait, c'est quand vous dites en fait qu'il y a une activité et ce qui serait, alors à mon avis, ce qui est vraiment une mauvaise activité, sur quel, en fait, est-ce que vous ne faites pas que reprendre, si je me permets, ce qui est digne de valeur ou non digne de valeur, dans une théorie économique que l'on connaît, effectivement, qui fait la distinction, qui définit ce qui est la valeur. Merci. Merci. Alors on passe à... Bon, c'est tout. Hein. Donc là, on passe aux réponses. Et après, on va prendre d'autres questions. Alors, les réponses, donc, Alors, merci. Alors, répondre aux questions qui m'ont été adressées. Donc, concernant les réalisations, par exemple les prévisions concernant le plan de l'OCP 2009-2020 avec les 12 milliards dirhams. Donc on peut dire que l'OCP, parmi les réalisations, c'est la création d'un écosystème à la province d'El Jadida. Et j'ai souligné tout à l'heure qu'actuellement, elle draine 26% de l'investissement direct étranger orienté vers le Maroc. Donc cet écosystème, c'est-à-dire que l'OCP, il cherche également à développer on va dire, ou bien un essaimage de petites et moyennes entreprises nationales. Donc là, on ne parle pas uniquement d'investissement étranger, c'est que l'OCP, il est en train d'accompagner les petites et moyennes entreprises marocaines avec un appui financier, avec un engagement à long terme, et il est en train d'externaliser une partie de ses activités vers ces entreprises. Donc il n'y a pas que les joint ventures avec les investissements étrangers, mais également on voit qu'il y a l'émergence d'un écosystème d'entreprises marocaines qui se développent dans cette région. On a également, quand je parle d'investissement étranger, dernièrement j'ai visité une entreprise Bontagaz, si vous connaissez, donc c'est l'équipementier numéro 1 mondial pour le secteur automobile, et il emploie actuellement à Jofre 1300 salariés, et revenons à l'approche genre, avec 82% de personnel féminin et presque 100% d'ouvrières femmes, parce qu'ils font confiance au travail de femmes, elles sont minutieuses, et sachant qu'il a eu le prix numéro 1 en termes de qualité au niveau international. Donc ils ont vraiment des normes de qualité très développées. On a... Voilà, donc après, pour les investissements, ça veut dire quoi, donc, étranger? Déjà, quand on dit investissement
direct étranger, bon, il y a le portefeuille, il y a l'IDE. L'IDE, c'est quand il y a vraiment un contrôle, c'est-à-dire on a au moins plus de 10% de départ. Donc on a un contrôle sur l'entité plus les bénéfices. Par contre, l'investissement portefeuille, c'est uniquement le gain. Donc maintenant, entre IDE entrant et sortant. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est une sorte de colonisation pour le Maroc? Le Maroc, quand il a démarré l'expérience de marocanisation entre 73 et 77, donc c'était les entreprises doivent être nationales, il y a eu un blocage du processus d'industrialisation. On sait qu'il y a eu le PAS après en 83, on était obligé de suivre les recommandations du FMI, de la Banque mondiale. Et à cette époque, quand les entreprises européennes étaient frappées par la saturation du marché, ils devaient chercher de nouveaux marchés. Le Maroc, il a fermé ses portes et donc ce sont les pays asiatiques qui ont profité de ces investissements. Et actuellement, si on voit le développement des nouveaux pays industrialisés asiatiques, c'est grâce à cette ouverture vers le marché étranger, mais bien sûr chacune avec son modèle de développement. Donc après le Maroc, il était obligé de s'ouvrir. Donc il a commencé par drainer, par développer sa plateforme, etc. Et l'évolution des IDE, donc on a, vous avez posé la question sur la diversification, c'est qu'avant c'était juste, bon, je vais parler de la division internationale du travail, on est passé d'une division traditionnelle vers une division cognitive, c'est-à-dire avant, c'était la division travail-capital. Je produis le textile et j'importe les voitures. Maintenant, on a développé le secteur automobile au Maroc. Mais quand on voit dans les détails, je prends le cas d'une entreprise dans le secteur automobile à Tanger qui emploie, à l'époque, elle employait 3500 salariés. Et sur les 3500, donc on entend secteur automobile, mais 90% de la main-d'œuvre est non ou peu qualifiée. Ils n'ont même pas le bac. Donc là, c'est-à-dire qu'on reste dans l'industrie légère, même si c'est affiché automobile. Mais au fil du temps, on a commencé par l'infrastructure, après on est passé au système, la réforme du système d'éducation, notamment le LMD, la création de l'ANAPEC pour trouver l'adéquation entre l'offre et la demande de marché du travail, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, et grâce à ces politiques publiques, on a pu diversifier l'entrée des IDE. Maintenant, on a le secteur immobilier, le secteur de tourisme et surtout le secteur automobile. Et le secteur automobile qui actuellement, il est numéro 1 pour les exportations marocaines, donc avec 34% d'exportation nationale du secteur automobile. Et c'est l'investissement entrant qui a permis au Maroc de passer d'une intégration nord-nord vers une intégration nord-sud. C'est-à-dire le Maroc qui attirait les investissements étrangers, maintenant c'est lui qui est en train d'investir en Afrique. Donc, et on peut dire qu'il est classé après l'Afrique du Sud en Afrique en termes d'investissement sortant dans ces pays africains qui présentent une forte, actuellement une forte croissance économique, donc, et surtout dans les secteurs des services. Donc on a Tijari Wafa Bank, la BMCE, donc, que ce soit le secteur bancaire, bien les télécommunications, donc Maroc Télécom qui au départ, et là on voit l'avantage de l'investissement étranger, c'est que Maroc Télécom, c'est grâce à l'investissement de l'entreprise française Vivendi Universal qu'il a pu acquérir un certain savoir-faire, un certain transfert de technologie qui lui a permis de se développer sans avoir à subir les coûts de recherche. Et maintenant, Maroc Télécom, il est numéro 1 en Afrique, il est présent au Gabon, au Burkina Faso, au Sénégal, etc. Donc là, on passe de l'entrant vers l'investissement sortant. Concernant concernant le terrain, c'est vrai que là c'est une approche macro, mais on a également fait une étude sur le terrain. On a côtoyé une soixantaine d'entreprises étrangères pour comprendre quelles sont les logiques d'implantation, mais parce que ce n'était pas la thématique, donc je ne suis pas rentrée dans les détails. Et concernant le manque à gagner fiscal, c'est que
on peut pas tout avoir. Donc c'est vrai que je donne l'exemple d'une entreprise, toujours dans le secteur automobile, qui était implantée dans une zone industrielle et qui a décidé de délocaliser la zone industrielle vers la zone franche, tout simplement parce qu'elle ne va pas payer d'impôts. Ou bien on trouve que si elle a une exonération de 5 ans, après 5 ans, soit elle change le nom, soit elle se déplace, soit... Donc pourquoi? Parce qu'on a un avantage. Nous, si on veut attirer, on doit donner des avantages. Mais derrière ça, il y a d'autres avantages, c'est-à-dire c'est un jeu gagnant-gagnant, win-win. Donc, on a le manque à gagner au niveau des impôts, mais après, il y a la création des emplois, la création des richesses, etc. Je crois que c'est... Alors, oui, Louis. On me rappelle à l'heure. Vous voulez vraiment répondre aux questions. Il y avait 3 questions, 4 questions auxquelles on devrait répondre. Il y a une question qui s'adressait directement au sujet de la question de la question de la ville et surtout de la marginalité dont on parle très souvent. Alors, je suis d'accord avec vous. Il y a plein de recherches qui ont abordé ça avant nous. Il y a Françoise Navès-Bouchani qui avait parlé de la fragmentation urbaine dans la ville marocaine. Donc, c'est la caractéristique principale de la ville marocaine, c'est la fragmentation urbaine. Et cette fragmentation, bien sûr, elle n'est pas seulement spatiale, elle est sociale, économique, etc. Et elle se reflète un petit peu sur tout le tissu urbain de la ville, que ce soit la ville-centre ou les périphéries urbaines. Alors maintenant, pourquoi on s'intéresse aux zones périphériques? Parce que c'est une nouvelle typologie d'urbanisation qu'on observe un petit peu dans l'espace des territoires au Maroc. Il y avait auparavant une dualité entre l'espace rural et l'espace urbain qui avait une configuration, il avait même une forme urbaine particulière avec je parle du cas de Casablanca où les Cochards avaient fait les villes nouvelles. Et ces villes, donc les quartiers, à l'époque ils les appelaient villes nouvelles, c'est l'habitat social, etc. Mais après, on a une ville qui va réémerger dans les périphéries urbaines et qui aura une autre forme urbaine, mi-rurale, mi-urbaine. Donc je vous ai montré tout à l'heure les images. Et donc c'est un espace qui me semble être très pertinent pour comprendre un petit peu quelles sont les mutations de la ville marocaine. Maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fait ville? Ça, c'est tout un débat scientifique pour comprendre. Il y a plein de courants de pensée qui parlent de la ville, mais selon des points de vue disciplinaires qui sont divers. Si on vous parlez avec un urbaniste ou un géographe, il va vous dire la ville, c'est l'espace, c'est l'agglomération urbanisée, etc. Un juriste, il va vous parler des documents d'urbanisme, il va vous dire c'est la ville circonscrite dans les périmètres urbains, des documents d'urbanisme, etc. Donc c'est différent, mais nous, il faut qu'on la voie à travers les dynamiques. On doit voir les dynamiques sociales et spatiales qui sont là et et économiques, bien sûr, parce que pour moi, par exemple, la périphérie urbaine par exemple de Casablanca, même si elle a un caractère morphologique qui est plutôt proche du monde rural, mais on a une population qui est fortement liée à la ville. Elle travaille dans le monde de l'industrie, elle travaille dans les usines, elle travaille au centre-ville. Et puis par rapport au lien avec la Médina, je suis d'accord avec vous, c'est une zone de marginalité très très importante aussi, mais c'est une autre problématique. C'est une autre problématique parce qu'on a la dimension patrimoniale, on a la dimension densification qui était auparavant, et puis que même quand j'ai fait mon travail sur la périphérie de Casa,
on a observé des dynamiques entre la Médina et la périphérie. C'est-à-dire les gens qui habitaient dans les maisons donc dans la Médina entassées, donc avec un mode de location des chambres, donc ils ont voulu donc pallier à leur précarité, surtout économique, parce qu'ils n'avaient pas des revenus stables. Et donc le seul moyen pour eux d'être stables, d'avoir une certaine stabilité, puis se marier, fonder une famille, etc., c'était d'avoir un logement. Et où ils vont avoir un logement, ben, ils vont avoir dans l'habitat réglementaire, parce que ce sont des zones où donc l'offre est adaptée à la demande. Donc c'est tout un tas de dynamiques qu'il faut voir. Après, quand vous avez parlé de solutions, moi je suis dans une démarche plutôt analytique. Je ne suis pas en mesure de donner des solutions, parce que on sait qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus. À mon sens, c'est des problèmes liés au système politique, à la fois central et local, parce que quand on voit un petit peu ces périphéries, comment elles ont émergé, ben on sait qu'il y a des acteurs locaux qui sont aussi bien l'État que les habitants, que l'élite locale, etc., qui vont être ensemble, qui vont créer un système ou un sous-système dans ces quartiers-là, et qui vont faire l'habitat en réglementaire. Et puis les zones... Donc on ne peut pas dire que c'est l'État lui seul qui a cette responsabilité de création d'habitat en réglementaire ou le bidonville, pas du tout. Mais il y a bien sûr des choses, des déterminants, quand vous avez parlé par exemple de la question de la fiscalité et des finances, la question des découpages administratifs. Par exemple, quand on voit qui était une zone rurale, pourquoi elle est restée une zone rurale avec 70 000 habitants? C'est parce que on voulait donner des budgets réduits à cette commune annuelle, donc le ministère de l'Intérieur, et donc elle devait rester dans une forme donc, de pauvreté, de précarité très forte, pour des raisons très sécuritaires. Donc on a l'État qui... On sait que le système d'acteurs aussi, par exemple, est dominé par des acteurs donc, par exemple comme le Wali ou la Handel, etc., qui ont finalement qui prennent des décisions très importantes. Quand on parle de l'INDH, on sait très bien par qui passent les attributions des dotations aux associations. Toutes les grandes décisions, elles sont prises par l'État déconcentré. Mais il y a quand même une élite locale. C'est un peu ce que je pense, en fait, qu'on peut trouver dans le cas de Casablanca plusieurs périphéries dont chacune est traitée d'une manière par l'État, parce que nous avons des résistances locales, parce qu'on a des élites locales qui ont leur mot à dire, parce qu'ils ont des canaux pour arriver au centre, etc. Donc c'est tout un système pour pouvoir trouver des solutions. C'est vrai, il y a des choses globales qui rentrent dans les prérogatives de l'État central, comme les finances, la fiscalité et le découpage administratif qui est... Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Alors, je vais commencer par la dernière question concernant justement ce débat positif normatif. Si l'on considère que chaque société, par exemple, a sa propre approche de la rationalité, dans ce cas, on ne peut parler d'économie, de sens économique, parce que dans ce cas, on ne peut pas parler de sens économique et la comparaison n'aura aucun sens. Pourquoi comparer par exemple le taux d'activité des femmes au Maroc avec celui de la Pologne ou de l'Indonésie si les Marocains ont une rationalité et abordent la thématique différente? Dans ce cas-là, on risque de tomber justement dans le culturalisme qui ne nous permet pas d'avancer. D'ailleurs, pour ce qui est de la définition, là, même si on veut être positif, on doit adopter des définitions et les catégories scientifiques tout de même sont tendues par une approche normative. Parce que dans une économie de marché, on considère comme actif tout individu, homme ou femme, peu importe, qui soit justement travaille contre une rémunération, soit, même s'il n'est pas rémunéré, il participe à la production d'un bien ou d'un service qui va être vendu sur le marché. Donc lorsque la femme travaille chez elle, oui c'est bien, ça peut être utile à sa famille, mais ça ne lui rapporte pas de ressources qui sont externes. Ça ne lui permet pas, par exemple, d'acheter des vêtements pour ses enfants, parce qu'on est dans le cadre d'une économie de marché.
Alors, l'autoconsommation au Maroc et dans la plupart des pays aujourd'hui tout de même est très limitée et les ménages ne peuvent plus se permettre justement de fonctionner avec un seul apporteur de ressources. Les ménages ont besoin de double apport de ressources et c'est ce qui autorise justement le sujet là auquel je me suis intéressé. Alors par rapport maintenant justement à cette question de découragement, on le sait, dans les pays où la femme participe le moins à l'activité économique, on trouve également le taux de chômage le plus élevé parmi les femmes. Donc, au Maroc, on a un taux d'activité aux alentours de 25-27% des femmes, mais on a également un taux de chômage qui est plus élevé chez les femmes par rapport aux hommes. D'ailleurs, dans les pays où le taux d'activité des femmes est le plus élevé, le chômage dans son ensemble est le plus faible. Donc là, on voit bien que une approche malthusienne là, du marché du travail ne fonctionne pas. Plus on se met à l'activité et plus on crée des opportunités d'insertion professionnelle pour tout le monde. Alors maintenant, par rapport à la question de la scolarisation des filles. Oui, il est vrai que jusqu'aux années 90, parce que c'est un thème sur lequel je travaille aussi, jusqu'aux années 90, le Maroc accusait un retard très important en matière de scolarisation des filles. Mais il ne faut pas nier non plus que des efforts importants tout de même étaient engagés là-dessus. Et actuellement, le décrochage scolaire, notamment de la jeune fille rurale, ne se pose plus avec la même acuité. Du tout. Les statistiques de l'éducation le montrent. Le Maroc, d'ailleurs, ainsi que la plupart des pays de la région MENA, a réalisé des progrès considérables en matière de scolarisation des filles. Et on se retrouve par exemple avec des bachelières dont les effectifs sont supérieurs aux bacheliers. Et puis, il en est également pour ce qui est de l'excellence. Nos filles réussissent mieux que nos garçons. Malheureusement, ces progrès dans l'enseignement n'ont aucun impact sur l'insertion des femmes dans le marché du travail. Donc il faut chercher ailleurs, il faut chercher ailleurs, et il doit y avoir d'autres explications. Et là, par exemple, par rapport toujours à la première intervention, des recherches effectuées par une certaine économiste, Antegol, sur la première génération des immigrés aux États-Unis. Alors, ça a montré que justement, ils vivent tous aux États-Unis, mais il a constaté que une bonne partie justement de la variabilité de cette insertion des femmes dans la population active s'explique par la variable pays d'origine. Il suffit d'observer le pays d'origine pour pouvoir expliquer une partie importante justement de cette différence d'engagement des femmes dans la population active. Alors il y a forcément un facteur qui est importé de son pays d'origine et qui explique son attitude vis-à-vis du marché du travail. Et ce qu'on peut importer de son pays, c'est quoi? C'est les valeurs. Alors, dans une recherche postérieure sur le même sujet, la même économiste exploite les données de l'ISSP, c'est-à-dire un programme international des enquêtes sociales, et constate que les femmes ont tendance à s'engager moins dans le marché du travail lorsque la culture machiste est prédominante chez les hommes de leur pays. On ne peut pas assumer qu'il s'agit là d'un choix rationnel, un choix qui est, c'est-à-dire fait par les femmes elles-mêmes. Mais il se trouve plutôt, dans ce cas-là, elles sont des victimes tout simplement d'une culture machiste. D'ailleurs, la même étude nous permet de constater que lorsque les femmes internalisent cette culture, lorsqu'elles adhèrent à une culture conservatrice ou lorsqu'elles acceptent la culture machiste, ils ont tendance à moins travailler que les hommes. Donc ça montre justement qu'il y a encore des efforts importants à fournir. Alors là, il y a deux indicateurs, l'un calculé par l'OCDE, il s'appelle le CIGI. C'est un indicateur des discriminations de genre dans plusieurs domaines liés à l'activité économique. Il y a un autre, l'indicateur WBL, calculé par la Banque mondiale et qui également qui est calculé à partir de 8 domaines liés à l'activité économique. Déplacement, restrictions concernant l'accès au marché du travail, etc. Congé, le code de travail, congé de maternité, congé parental et ainsi de suite. Et leur utilisation justement dans cette régression montre qu'il s'agit de variables qui sont robustes.
C'est-à-dire là, il y a une part de responsabilité aux États tout de même pour faire évoluer les lois et limiter les discriminations à l'égard des femmes. Et je vous remercie. Bien. Moi, je pense que j'étais interpellé par rapport à une question de Sibrada, où il a fait la juxtaposition entre la ligne grande vitesse avec le transport local. C'est ça. Moi, je dirais que le Maroc mérite la ligne à grande vitesse, mais il mérite aussi un système de transport urbain efficace et efficient. Pour la simple raison que plus de 60 ans d'indépendance, tous les ingrédients sont là pour pouvoir mériter les deux. Malheureusement, c'est certaines politiques déficientes qui ont fait que le système de transport urbain échoue et reste dans sa nomenclature classique, répondant à des besoins très restreints, alors que la ville s'étale et devient de plus en plus métropole, centrifuge, et par conséquent devrait aller chercher ces bouts de territoire excentrés. Encore plus que nous sommes certes des grandes métropoles de plus de 500 000 habitants, 5 ou 6 grandes villes, qui méritent un transport urbain efficient, à l'instar de ce qui existe dans les pays du Nord. Il est inconcevable aujourd'hui dans des pays européens comme l'agglomération de Dunkerque, qui passait il y a quelques semaines en mode de gratuité du transport pour leurs citoyens. Vous imaginez ça? Des approches des villes qui sont sur cette lancée-là, c'est la première ville qui a opté pour la gratuité des transports. Et c'est pas gratuit, c'est bien réfléchi. Parce que le transport urbain raccorde les territoires, les hommes et les femmes, les activités économiques, et bien évidemment, c'est de la création de la richesse économique derrière. Et c'est du rehaussement de l'urbanité, et c'est encore dans la mouvance de la durabilité environnementale, telle qu'elle est préconisée par les instances internationales. Et j'ai entendu il y a encore quelques jours, même un pays comme le Luxembourg qui va vers la gratuité du transport urbain à l'échelle de tout l'État. Vous imaginez ça? C'est des choses, bien sûr, qui n'émanent pas du jour au lendemain, mais c'est de la réflexion très poussée. Voilà, ça c'est par rapport à la question du transport urbain. Ceci dit, on pourrait amener le curseur vers pourquoi nous sommes là. Parce que c'est normal, les villes ont longtemps été gérées d'une façon classique. Des pays qui se respectent, un maire, il est là pour 30 ans, 20 ans, élu démocratiquement. Quand on pense à Bordeaux, Alain Juppé, les 30 ans, il a fait. Jean-Marc Ayrault à Nantes, ou Madame Aubry à Lille, c'est plus que 25 ans. Dans un système démocratique, le cas de la France, mais aussi pour Montréal, mais pour le Mexique, ou pour même des pays latino-américains sont en train de donner des leçons en matière de gestion des villes. Aussi bien la participation démocratique, la participation citoyenne, par beaucoup de modes de gestion, malheureusement ne sont pas rapprochés par rapport à ces pays, mais la Banque mondiale cultive une culture de partage de l'information en matière de management urbain dans les pays comme le Brésil, l'Argentine, le Chili, où il y a beaucoup de bonnes expériences. Pour vous dire, il n'y a pas mieux qu'une citation du maire de Denver, la ville américaine, c'est un ancien maire qui disait que si le 19e siècle était le siècle des empires, le 20e siècle était le siècle des États-nations, le 21e siècle sera un siècle par excellence des villes. C'est là où se joue tout le développement d'un pays. Ne pas tenir compte de ça risque d'hypothéquer davantage encore toutes ces choses que vous avez citées, que nous avons citées tous ensemble, des marginalités, d'une urbanité qui
qui se côtoie avec une ruralité à tel point tu te dis est-ce que tu es dans une capitale ou tu es où ça. De la question des villes nouvelles, on va aller choisir, opter pour une ville nouvelle et l'adosser à une commune rurale comme Ain Aouda, ou même tous les techniques des savoirs urbains, du management urbain ne sont pas là. La ville, elle est là. Vous imaginez, une commune rurale comme Ain Aouda va gérer 1000 hectares, voire même d'autres opérateurs qui sont annexés sur les 1000 hectares. Les opérateurs privés cherchent l'opportunité, ils se sont annexés sur les 1000 hectares, ils ont vendu, et une commune rurale qui n'a même pas, je dirais, les BABA pour gérer 1500 voire 2000 hectares. Le cas aussi pour Herbil, pour la ville de Tamansourt. Ça, pour vous dire à quel point, hier, Tarsbi l'a dit ouvertement, c'est qu'il faut réhabiliter le politique pour pouvoir avoir une élite urbaine d'une nouvelle génération. Moi je dirais d'une nouvelle génération, moi-même je suis dépassé peut-être, d'une nouvelle génération axée sur le suffrage universel direct. Il est impensable qu'un maire d'une ville comme Casablanca soit élu d'une façon indirecte. Moi j'aurais aimé que le maire soit élu sur la base d'un programme politique pour pouvoir donner à la métropole économique son positionnement à l'échelle internationale. On concocte encore des recettes qui sont dépassées pour pouvoir gérer les villes. Bien sûr, moi je pourrais résumer ça, c'est comme si vous implémentez un logiciel de Pentium 386, pour ceux qui connaissent le Pentium de 386, lorsqu'on veut télécharger une photo, on doit aller manger, faire passer le week-end, et on revient, on va trouver toujours le logiciel n'a pas encore téléchargé. Aujourd'hui, les villes doivent implémenter de nouveaux logiciels, les logiciels d'aujourd'hui, les logiciels de la société du savoir. Le savoir urbain, ce n'est pas donné ne doit pas se laisser au hasard. Parce qu'aujourd'hui, la question du transport urbain s'impose d'elle-même. On voit chaque jour que des étudiants, des élèves qui sortent, ils bloquent le transport urbain parce qu'ils ne sont pas bien desservis en matière de bus, bien évidemment. Ceci dit, mais aussi par le chemin de fer, il y a quelques années, l'ONCF, les gens de Temara, bloquer la voie ferrée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé un créneau horaire qui leur convient pour se déplacer à Casablanca. Il a fallu qu'ils réagissent fortement pour que l'ONCF change ses horaires et adapte, fait intégrer par exemple la station de Temara dans son réseau des arrêts. Pour vous imaginer à quel point que j'ai l'impression que les décideurs locaux sont en déphasage par rapport à beaucoup de choses, des questions de gestion et de management urbain de tous les jours. Voilà, je laisse la parole. Merci. Alors, je vous informe qu'il nous reste au maximum 10 minutes. Alors, nous avons déjà quelqu'un qui s'est déclaré pour demander la parole, c'est Alain. Et comment vous appelez? L'Amili. Alors c'est tout ce qu'on peut prendre. On n'a pas beaucoup de temps. J'irai très vite. Je vous remercie pour vos interventions toutes extrêmement stimulantes. Je vais juste parce qu'il faut sélectionner, me concentrer sur votre intervention qui touche des thèmes que je travaille, donc qui me permet de préciser une ou deux choses et puis de vous poser une question. Vous utilisez le modèle centre-périphérie dans un contexte strictement national. Je crois qu'il y a toute une série de travaux, notamment ceux de Scott, en géographie, ce sont des travaux très hétérodoxes d'ailleurs, mais qui envisagent la compréhension des organisations spatiales à l'échelle mondiale et non plus à l'échelle nationale. Ça change votre regard sur ce qui a un centre ou une périphérie. Tanger, est-ce que c'est un nouveau centre? Oui, par rapport aux données que vous avez prises. Est-ce que c'est une périphérie d'un centre productif qui se situe ailleurs? Peut-être. En tout cas, une des difficultés dans la mondialisation actuelle, donc je pense qu'il faut étudier les deux, c'est qu'elle se caractérisait jusqu'à présent par des forces de fragmentation. Donc
l'organisation de la production qui se divise et puis on essaie d'attirer. C'est la logique d'attractivité qu'a choisi le Maroc depuis des années, cette extranéité, la stratégie exportatrice, mais aussi des forces d'agglomération. Les entreprises ou les bouts, les segments d'activité, elles se mettent les unes à côté des autres. C'est ce qu'on voit, et vous signalez, à Tanger. La question qui se pose, c'est quand elle est là, enfin la question que je vais vous poser, c'est quand vous identifiez statistiquement l'émergence d'une nouvelle centralité, en partant de l'échelle régionale, vous supposez qu'à l'intérieur, il y a une répartition homogène des valeurs créées. Or, qu'est-ce qui croît à Tanger? Quel espace et même quelle entreprise? Il ne faut pas oublier qu'il y a certes un investissement national à l'origine de tout ça, le Tanger Med, mais il y a surtout, quand on y regarde de près, la traduction au Maroc d'une stratégie qui lui échappe totalement, c'est celle des grands donneurs d'ordre, avec la saturation d'un site à Pitești en Roumanie, où les salaires augmentent trop, et c'est la même chose qui est en train de se passer pour Peugeot, qui n'arrive plus à satisfaire ses commandes simplement à partir de son site turc. C'est pour dire que pour penser les modèles de développement de demain, il faut penser ça, et notamment dans sa nouvelle organisation, c'est-à-dire, on a parlé, je m'arrêterai là, promis, on a parlé hier des chaînes de valeur, de la démondialisation, hein, en disant que finalement les chaînes de valeur mondiales sur lesquelles Paris, jusqu'à présent le Maroc, se réduisait. La réalité, c'est qu'elles se régionalisent, et une des craintes avec les nouvelles technologies, c'est que les segments de production qui arrivent dans des périphéries productives comme le Maroc, puisque c'est le cas, ne viennent plus, tout simplement parce que la compétitivité par la main-d'œuvre sera peut-être remplacée demain dans ces secteurs centraux des capitalismes mondiaux par non plus les hommes, mais des robots. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est ce que le politique, je suis d'accord avec vous, doit prendre en charge aujourd'hui pour penser les modèles de développement de demain. Donc pour ce qui vous concerne, est-ce que vous avez observé à l'intérieur des régions qui semblent monter par rapport à Casa ce qui se passe? Merci. Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques remarques à adresser à Madame, qui nous a donné, nous a gratifié d'un certain nombre de développements concernant les IDE. Je crains que vous étiez inscrite dans ce que les économistes appellent la théorie des IDE vertueux. Ça veut dire que les investissements directs étrangers n'apportent que du bonheur. Or, il y a différentes autres théories. Ça, c'est la théorie libérale, évidemment. Et puis, il y a surtout des travaux empiriques, des analyses empiriques qui ont montré le contraire. Là, vous parlez de vie des transferts de technologie dans le cas du Maroc. Je suis très étonné parce que j'avais fait un travail sur les IDE dans le cadre d'un livre qui est publié, que je suis disposé à vous offrir. Il est là, sur l'économie de l'investissement au Maroc. Et où j'ai essayé d'expliquer un petit peu que malheureusement, il n'y a pas, parallèlement à ces entrées d'ID, un véritable transfert de technologie. Parce que madame, vous savez très bien, je vous apprends bien, un transfert de technologie, pour qu'il y ait transfert de technologie, il faut qu'il y ait au moins deux choses. D'abord, il faut que ces transferts s'accompagnent d'un transfert de l'activité de recherche et développement dans le pays d'accueil, ou deuxièmement, à travers les joint ventures. Or là, à travers le travail que j'ai développé dans mon ouvrage, mon dernier ouvrage, publié en 2018, j'ai montré justement qu'il n'y a pas de ces choses-là. J'ai posé la question, j'ai fait une enquête. Les firmes multinationales ont du mal, et ça c'est leur stratégie, à transférer en même temps que le transfert donc, de leurs équipements et de leur matériel, et de l'implantation d'une usine, de transférer le segment recherche et développement. Vous pouvez elles ont refusé. S'il vous plaît. Malheureusement, on n'a plus de temps. Les organisateurs nous demandent d'arrêter. Si vous pouvez abréger, non, continuez, mais abrégez seulement. Et puis je reviens à la question du financement, c'est des IDE. Il faut faire la part des choses, ne pas oublier qu'une partie aussi des IDE sont financés par le système bancaire marocain. Donc on peut se demander quel est l'apport final de ça. Dernière question, j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là, mais dernière question,
au point de vue impact, là, je pense que le seul secteur où il y a eu un véritable impact concret, c'est au niveau de l'emploi. Mais encore à ce niveau-là, il faut se dire que c'est quel emploi, quel type d'emploi? C'est du bac plus 2, généralement. Et si les femmes sont nombreuses dans ces investissements étrangers, eh bien, je vous en parlerai encore une fois, parce que certes, elles sont minutieuses, mais aussi il faut penser du côté du salaire. Tout simplement. Merci beaucoup. On va s'arrêter, on ne va pas pouvoir répondre aux questions, on n'a plus le temps. Et si vous permettez, je fais un dernier commentaire, mais en 1 minute seulement. J'ai constaté, pendant toute cette réunion de ce matin, qu'il y a plusieurs absents. Et SMCV a parlé d'absents. Et il a parlé d'absents, la fiscalité comme un facteur absent. Et je crois que c'est important. Il y en a d'autres. Et il faut se rendre compte de l'importance de ces absents. Le premier, c'est le savoir. On a parlé tout à l'heure de société du savoir. Il est impossible de parler de développement si on n'aborde pas la question du savoir. Comment le savoir s'organise dans chaque cas particulier. Parce que vous parlez d'investissement, vous parlez de politique urbaine. S'il n'y a pas un savoir derrière la politique urbaine, il n'y a rien. Donc il y a cet élément qu'il faut absolument prendre en compte chaque fois qu'on aborde la question de développement. Et le troisième facteur absent, on en a évoqué plus ou moins, mais qui est absolument fondamental, comment nous nous organisons, comment la société s'organise, où en est la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier vit dans l'idéal de démocratie. Et on doit s'interroger, quelles que soient les conséquences, où en est la démocratie. Dans chaque cas, l'urbanisation, la politique urbaine n'a pas de sens si la société n'est pas associée, si les gens ne sont pas consultés. Donc il y a un problème. Donc la question de la démocratie est centrale, la question du savoir est centrale, et je pense aussi que la question de fiscalité est centrale. Donc il faut chaque fois se demander, quand on parle de développement, où en sont ces éléments. Merci beaucoup. Merci.